moi je suis chirurgien, je saute en parachute avec mon patient. Quand je suis au bloc, je vais pas me dire tiens je vais m'arrêter pour aller boire un café. C'est non, je commence, je termine. Ça, c'est moi qui fais, j'ai les mains dedans, c'est ma responsabilité, c'est moi qui décide ce que je vais mettre comme matériel. Tu es responsable de tout ce que tu fais. Je sais plus c'est combien, c'est 30 ou 40 ans après. Ah oui, bah quand un dossier médical est ouvert, je crois qu'il y a 30 ans de responsabilité derrière. Je suis convaincu qu'en creusant un peu, il y a des gens qui sont porteurs de pathologies, que le CrossFit peut largement aider sur toute une gamme de grilles. Soit des gens qui ont juste besoin d'un petit peu de reconditionnement ou de gens chez qui il faut tout reprendre depuis la mobilité et le cardio. Mais je pense aussi que si on a des box qui sont attentives, bienveillantes, on peut aussi détecter des problèmes. Et là, je pense que le service rendu, il est incalculable. La curiosité est plus importante que la connaissance, et cela vaut également pour le sport. Pour atteindre vos objectifs, il est nécessaire d'écouter ceux qui sont passés par là pour aller plus vite. Ici Thomas, bienvenue dans le Rengo Podcast. Au programme des interviews, des rencontres, des débats autour du crossfit, de la santé physique et mentale, de la performance et plein d'autres choses. Alors accrochez-vous. Bonjour à vous, bienvenue sur le Rengo Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième interview. Le podcast est évidemment orienté, vous le savez, vers le CrossFit, mais évidemment vers la santé générale de manière holistique. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien, Seb pour les intimes. Comment ça va, Seb ? Bah ça va très bien, Ça va ? content d'être là. Tout va bien ? T'as passé un bon week-end ? Ouais, pas mal. On s'est pas ennuyé, mais tout s'est bien passé. Assez mouvementé avec tous Et les en enfants. plus, on va le finir en beauté. C'est gentil. Merci d'avoir pris ton temps en tout cas. Je sais que tu es quelqu'un de très très pris, donc on en parlera un petit peu. Je commence toutes les interviews généralement en demandant aux interviewés de se présenter, le métier, la formation, ce qu'ils font comme sport, mais surtout de se replacer après tout ça à 17 ans pour savoir comment ça se fait que Seb de 17 ans a décidé de pouvoir pratiquer ce métier de chirurgien. Enfin 17 ans ou 16 ans parce que Valérie elle m'a dit à 17 ans j'étais déjà à l'université, elle était un peu en avance. Elle était en avance. Elle était en avance. Donc je te laisse te présenter. Je m'appelle Sébastien, je suis chirurgien vasculaire, j'ai 47 ans. Je suis papa de 4 enfants et la vie a fait que maintenant j'ai 6 enfants sous mon aile. Voilà, c'est une belle aventure. Je fais un métier qui est à la fois passionnant et très prenant. J'ai eu la chance de rencontrer Manuela dans ma vie qui m'a initié au CrossFit et puis en pratique, en même temps c'est aussi, je suis là pour en parler. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Ok, très bien. Et on va repartir, on va refaire un peu le cours de ta vie. Pourquoi, à quel âge tu as su que tu allais devenir chirurgien, ou en tout cas que tu allais dans l'aide à la personne, et à quel moment tu t'es dit peut-être que c'est la finalité, ou peut-être que tu ne te l'es pas dit? En fait, je me suis rien dit de tout ça parce que le Sébastien de maintenant, il n'a pas grand-chose à voir avec le Sébastien de 17 ans. Parce que déjà à l'époque, j'étais pas sportif pour dessous. J'ai un peu touché au tennis, mais ça s'arrêtait là. J'avais des collègues qui étaient beaucoup plus sportifs que moi, donc en fait, il y a une sorte de vocation qui est venue secondairement. Et ensuite, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier. Okay. Et ensuite, on avait le dentiste de la famille qui était quelqu'un de super sympa. Je me suis renseigné. Et à l'époque, les études de médecine étaient couplées dentaire-médecine. Okay. Et les organisateurs de la faculté avaient eu l'intelligence de se dire puisqu'on a des futurs médecins, des futurs dentistes, pour tout ce qui est enseignement d'anatomie, on va se concentrer sur tête et cou. Okay. Et j'ai découvert l'anatomie que mes études générales ne m'avaient absolument pas préparé, auquel je n'avais pas été préparé. Et il y a une sorte de choc. Je me suis dit, c'est magnifique, c'est incroyable, parce qu'une fois qu'on sait comment le corps humain est fait, on comprend tout de suite son fonctionnement, ses pathologies potentielles, etc. Donc pourquoi se limiter ? Ouais. Donc je me dis, je ne ferai plus dentiste, je ferai médecine. Cool. Ça, c'était en première année déjà ? C'était la première année. T'as étudié où ? À Orsay, faculté Paris-Sud. Ok. Donc à la base, c'était de là-bas ou... Oui, moi je suis un enfant du sud parisien. Ah, ok. À Paris. J'ai grandi dans le 91, fait mes études dans le 94. Donc quand je suis arrivé à Lille en 2003, on m'a dit ouais, t'es parisien. Bon, je l'ai pris comme tel, voilà. Mais ça me choque pas. Et le deuxième choc, c'était en arrivant en deuxième année parce qu'on faisait un stage infirmier où je suis tombé en chirurgie.
Et dans la famille, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de chirurgien. Et là, le premier passage au bloc, il y a une sorte de choc. Je me suis dit, mais en fait, C'est ce que tu veux faire. c'est magnifique. Et Ok. le troisième choc, c'est quand je suis passé du deuxième au troisième cycle, donc techniquement de la sixième à la septième année. J'ai rencontré un professeur assez charismatique, hein, un peu la vieille école, très polyvalent, le professeur Jean-Pierre Chambon, pour ne pas le nommer. Et il faisait donc la générale et la vasculaire. Donc je n'avais pas croisé dans mes études. Donc je m'étais dit, bah, moi je veux faire viscéral, parce qu'au début je voulais faire viscéral. Ok, ouais, c'est pas vraiment la même chose. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, pour commencer, ça peut être pas mal, j'aurai une vue d'ensemble. Et là, il y a une sorte de triangulation entre le bonhomme, son charisme, la discipline en elle-même, et je me suis dit, je serai chirurgien vasculaire. Ok, très bien. Donc du coup, au total, ça fait 14 ans d'études. Ça fait 14 ans, dont, sachant que j'ai fait en parallèle des DU et des masters, dont 4 années qui comptent double, hein. Ok, t'as fait des masters et des DU en quoi? Anatomie, Ok, et puis ensuite en chirurgie vasculaire interventionnelle, parce que la chirurgie vasculaire a cette chance d'avoir suivi le mouvement, de s'être modernisée, et notamment d'avoir développé tout ce qui est les techniques mini-invasives. Donc en clair, c'est le très proche cousin de la coronarographie. Pour faire simple, en piquant dans un artère, en piquant dans un tuyau, que ce soit une artère ou une veine, à partir de là, on peut avoir accès aux zones malades et on peut les traiter et avoir le même résultat que si on ouvrait quelqu'un de haut en bas. Je simplifie, mais en tout cas, ça a considérablement changé les perspectives. Aujourd'hui, il n'y a plus de marche arrière, quoi. ok. Plus au passage, on respecte parce que forcément on fait des rayons X pour voir dans les vaisseaux. Donc on développe la radioprotection. Donc en fait, il y a plusieurs leviers techniques. C'est un exercice intellectuel qui est extrêmement intéressant. On force à nous dépasser, à nous challenger. Et en fait, on est toujours en mouvement, quoi. Bah, ça me permet de transition parce que à la question suivante, mais en vrai, euh, le métier de chirurgien avec maintenant les séries télévisées qu'il y a, ça a été un peu, on va dire, les gens se rendent pas forcément compte de ce que c'est au quotidien hein, d'être chirurgien. Donc, ça veut dire que tu fais des interventions au-delà de médecin, parce qu'on a reçu Guillaume qui est médecin généraliste. Bon, Mhm. il va pas autant dans le détail, j'imagine, d'une intervention comme tu peux le faire. C'est quoi une journée typique dans ta vie à toi? Donc déjà de papa de quelques enfants. Ah bah, Et au-delà de ça, de ta semaine ou en tout cas une journée typique, comment ça se goupille? c'est sûr qu'un week-end où on a tous les enfants, on sait qu'on va pas s'ennuyer. On arrive de temps en temps à caser un WOD, mais bon, il faut s'organiser. Mais sinon, on a tout ce qu'il faut pour faire nos WOD à la maison. Donc déjà, ça c'est réglé. C'est pas mal. Ouais. Ensuite, sur la semaine, en fait, j'ai 2 journées types, on va dire. J'ai les journées opératoires où j'arrive, faut que je sois au bloc à 8h, 8h15, où là, j'ai un programme qui est établi à l'avance, des patients chez qui j'ai posé l'indication, qui ont été vus par l'anesthésiste. Et puis, on va tâcher d'enchaîner tout ça d'une part, et puis de faire que pour chaque patient individuellement, ça se passe au mieux. Dedans, en parallèle, faut gérer les coups de téléphone, les urgences, les semi-urgences, caser les comptes rendus opératoires, le codage, les prescriptions, les interactions avec les uns et les autres, parce que parfois il y a des frictions, il y a des tensions, il y a des interrogations ou de la fatigue, hein. Ça a fait des journées de quoi? 12 heures de travail par jour? Une journée opératoire en pratique, j'arrive vers 7h30 à la clinique, je suis pas sorti avant 19h30. Et tu essaies de caser toujours dans la même journée pour pas en avoir tous les jours? J'ai une semaine type, on va dire, hein. Et puis, en sachant que souvent, c'est un peu le reproche qu'on peut faire aux séries, c'est que souvent, on a souvent tout est focalisé sur ce qui se passe au bloc. Mais en fait, je vais dire une vérité, c'est que l'acte opératoire, en fait, c'est pas grand-chose, hein. C'est minoritaire par rapport Il y a toute une préparation en amont et toute une suite en aval. Alors c'est sûr que dans sa réalisation en lui-même, faut être méticuleux, faut être précis, faut être le plus rapide possible, faut pas que ça saigne, faut faire les choses correctement. Moi en consultation, je répète à longueur de journée aux gens, en fait opérer quelqu'un c'est pas comme changer un pneu, il n'y a pas deux organismes qui ressemblent l'un à l'autre, mais bon, faut que pour monsieur X ou madame Y, je fasse le mieux possible. Il y a des cas c'est simple parce que c'est assez standard, il y a des fois c'est plus compliqué. intéressant. Et en fait, chacun est unique et c'est à moi de m'y adapter, pas le contraire, quoi. Oui, d'accord. Euh, Combien de fois
Donc, je répète, hein, mais tu as 4 enfants, 6 enfants avec, en agrégé, si je peux dire C'est ça ça, comme oui. ça. 6 ou 7, je sais plus. 6. 6. Parce qu'après, il y a le petit copain qui arrive, donc Ah oui, tout ça, oui. ça s'épaissit, hein. Ouais, donc ouais, c'est 13 à la douzaine, quoi. C'est Ouais, c'est ça, vraiment. oui. Donc, une grande famille, un métier, on va dire, somme toute un peu prenant. Tu arrives à caser combien de séances de sport par semaine? T'es bien placé pour savoir que j'ai un abonnement à 3. Quand j'arrive à le tenir, c'est un peu mon maximum, en fait. 3 fois par semaine. Et ensuite, Pas de sport en dehors? Alors, le sport en dehors, c'est de temps en temps, nous, on part en vacances quand même avec une kettle et une dumbbell. Donc, en vacances, on se fait des WOD. Cool. On a l'application WOD Generator, donc en fait, on n'est pas perdu. Ensuite, on commence à avoir une certaine culture CrossFit, donc on sait un peu ce qu'il faut faire. En plus, ce qui est sympa, c'est que les jeunes s'y intéressent. Donc, on avait un peu les embarquer dans notre délire, hein. Et, et là, j'ai un peu perdu le fil. C'était quoi la question suivante? La question, c'était juste ça. C'était combien de fois par semaine tu Combien de arrives fois par semaine? En vitesse de croisière, si j'arrive à en faire une ou deux, c'est plutôt pas mal. Ok, Sachant que, oui, donc il y a les WOD en vacances, et sachant que si à la maison, je me casse de la mobilité. très bien. Qu'est-ce que tu aurais à répondre aux gens qui te disent je n'ai pas le temps pour faire du sport? Ah ben, Sachant tout cela. je leur dirais que le temps, ça se prend, ça se trouve, c'est facile à dire. Moi, il y a une fable que j'aime beaucoup, c'est celle des gros cailloux et des petits cailloux. Ouais. C'est quand on prend un vase ou un bocal ou ce que vous voulez, on met les gros cailloux. Après, on met des petits cailloux, on trouvera toujours le temps de les caser, puis après, on met du sable. Ça prendra plus de temps, mais on trouvera toujours le temps. Si vous mettez le sable d'abord, il n'y aura plus de place pour les gros cailloux. Donc, moralité dans la vie, il faut d'abord mettre les choses importantes et ensuite pas importantes, et pour le reste, il y aura toujours de la place. On est d'accord. Euh, Si on reste dans la question, on revient un petit peu sur les interventions chirurgicales. Mhm. Sur quoi tu interviens le plus? Quel genre de chirurgie? Bon, je sais que ça peut changer un peu beaucoup, mais qu'est-ce que statistiquement de ta carrière qui date comme Statistiquement, c'est sur les membres inférieurs, hein, les jambes. Donc, sur les problèmes veineux, donc les varices, soit les problèmes artériels, où le but de la manœuvre, ça va être de réinjecter du sang jusqu'aux orteils. Ok. Et comment toi tu te prépares physiquement et mentalement à une opération? Parce que parfois il y a des opérations qui peuvent, j'imagine, durer plusieurs heures. Mhm. Comment tu te prépares physiquement et mentalement à ça? Ah ben justement, ça, là-dessus, c'est quelque chose que chaque chirurgien fait son hygiène de vie, en fait. Et en fait, là aussi, le CrossFit m'a aidé à prendre conscience que faut. La spécificité de la chirurgie, c'est que il y a un engagement physique. Moi, je dis toujours, la médecine, c'est le médecin reste au sol et puis le patient, il est piloté dans l'avion façon drone, hein. Moi, je suis chirurgien, je saute en parachute avec mon patient. Quand je suis au bloc, je vais pas me dire tiens, je vais m'arrêter pour aller boire un café. C'est non, je commence, je termine. Ça, c'est moi qui fais, j'ai les mains dedans, c'est ma responsabilité, c'est moi qui décide ce que je vais mettre comme matériel, etc. Donc effectivement, la préparation physique est importante, donc il faut de base avoir une bonne condition physique. Préparation spécifique le jour même, pas spécialement. Mais par contre, j'ai remarqué que quand le matin, je prends le temps de faire de la cohérence cardiaque avant d'aller au bloc, je suis beaucoup plus serein. Tu peux nous expliquer la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, là, j'ai pas de mérite. J'ai appris ça avec la méthode Ropers, Frank Ropers. Et en fait, la cohérence cardiaque, ça a l'air de rien, puisque c'est un exercice respiratoire de 5 minutes où on contrôle sa respiration de façon très simple, inspiration, expiration en suivant un rythme. Et a priori, c'est quelque chose qui a été étudié et qui a des bénéfices à la fois psychologiques, endocriniens et somatiques démontrés. Donc c'est quelque chose qui est assez puissant pour pouvoir calmer son stress notamment et gérer, oui. se concentrer. Exactement. C'est quelque chose qui nous a aussi pas mal aidé, en tout cas particulièrement moi, parce que Nagui n'a aucun nerf, mais moi je suis quelqu'un de très anxieux. Donc il m'a fait faire ça juste avant un gros jury qu'on devait passer pour le projet et ça m'a beaucoup aidé. Donc je vois de Oui. quoi tu parles. Et puis en plus, ce qui est fabuleux, c'est que ça, à la fois, ça a des effets sur quelques heures, mais quand on prend le temps de le faire régulièrement, il y a un bénéfice démontré sur la perte de poids, le contrôle tensionnel. Et c'est 5 minutes. Et c'est 5 minutes. C'est ce fameux, on en a parlé dans le podcast avec Guillaume, c'est que parfois les gens ne se rendent pas compte que 1 heure de sport ou 1 à 3 heures de sport par semaine, c'est un investissement pour vivre
les heures restantes pleinement, plutôt que de voir ça comme une charge. Ah ben clairement, c'est bon là pour des raisons de planning, ça va être plus difficile, mais là sur le premier semestre 2024, j'ai réussi à caser quelques WOD à 7 h du matin. Alors c'est sûr, c'est une discipline, il faut se lever à 6, il fait nuit, c'était en février, faut se motiver, on est à la salle, et bon bah t'es couvert, etc. Il y a un peu l'ambiance, un peu c'est qu'est-ce que je fous là. Mais tu commences ta journée, tu fais ton WOD, tu rentres, ta journée elle est faite. Le reste, ça sera que du bonus. Oui, d'accord. T'aurais pas une anecdote sur une opération particulièrement longue ou difficile que tu as dû affronter sans forcément Euh, nommer la personne, Ah bah non, de toute façon, mais secret, là je suis tenu au secret médical, donc forcément. mais il y a un bloc qui m'a énormément marqué. C'était une rupture d'anévrisme aortique chez un médecin. Ok, Donc là, on est vraiment dans la configuration où la personne sait exactement ce qu'elle risque, hein, à savoir 9 chances sur 10 de décéder. Euh, Au cours de enfin, je te la fais courte, mais en termes de l'intervention, les suites immédiates et les 2 mois qu'on suivi, il a fait à peu près toutes les complications possibles et imaginables qu'il a fallu affronter à chaque fois. Ça a vraiment été l'opération en elle-même a été un combat. Les suites ont été un combat. Et ensuite, la petite détail, parce qu'on peut prendre un peu de l'avance sur la question suivante, mhm, il est fortement recommandé de dépister les maladies artérielles, en général, chez l'homme fumeur à partir de 60 ans. ok. Et il a rompu la veille de son 60e anniversaire. Mais non. Donc en fait, le type, il a défié les statistiques. Donc en fait, je me suis dit, et il s'en est sorti. En fait, il a perdu quelques mois d'activité. Il a repris son activité, bon, bah, quasiment comme avant, quoi. C'est-à-dire qu'il a toute sa tête, il n'est pas dialysé, il a ses 2 jambes, il est bien, il vit sa vie, il s'occupe de ses malades aussi accessoirement puisqu'il est médecin. Mais je pense que ce jour-là, j'ai vécu une situation où les planètes étaient alignées, hein. Et là, c'est plus les planètes, hein, il y avait 2-3 galaxies qui étaient dans l'axe. Il nous fait même des blagues galactiques. Euh, t'as- Et l'opération la plus longue que tu faite en heures? Alors, il y a 2 façons de répondre à ta question. C'est soit. Je pose des questions bêtes parfois, hein, mais Non, c'est. alors, il n'y a pas de questions bêtes, hein. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, les seules questions bêtes, c'est celles dont on a déjà la réponse. Ou, Pourquoi tu poses la question? ou celles qu'on pose pas. Mais voilà, mais en tout cas, soit quand tu es jeune chirurgien, pour faire un pontage fémoro-poplité veineux, j'avais mis 7 heures. Mais parce qu'en fait, j'avais pas la pratique. T'avais pas l'expérience. Mais Ok. sinon, en étant un peu plus mature, une grosse reprise de chirurgie aortique chez quelqu'un qui avait déjà été traité, où là, je pense pas avoir perdu trop de temps, 5 h 30. Mais Ce qui alors est là, énorme. c'est en déployant tout mon talent, quoi. Mais bon, on s'en est sorti. Mais c'est fou parce que ça a l'air d'être quand même. Ça a l'air d'être à la fois une science et un art. Euh, C'est une belle remarque, on me l'avait jamais dit comme ça, mais j'achète. non, mais c'est pas forcément euh, pour te complimenter ou quoi, mais j'ai l'impression que tu vois, c'est un peu. J'ai dit la même chose pour un coaching CrossFit. Tu vois, c'est de la science parce que c'est de la science du mouvement. C'est pas la même chose, hein, que je mette clairement. On compare pas la chirurgie à du coaching, c'est pas du tout la même chose. Mais on va dire que dans la logique, le coaching c'est de la science et de l'art parce que personne ne coach pareil. Mhm. Donc s'il y a un côté artistique de quelque chose que tu n'expliques pas, mais en même temps, tu fais bouger les gens dans des mouvements qui sont scientifiquement décrits. Donc c'est de la biomécanique, un squat c'est un squat. Après chacun fait un squat différent, mais la manière dont tu vas l'apprendre aux gens, il y a des techniques qui sont faites, mais chacun va l'apporter différemment. Là, Et j'ai c'est. l'impression que c'est un peu ça la chirurgie, c'est-à-dire Bah, il y a des chemins qui ont été tracés, mhm. mais il peut peut-être y avoir une technique qui va être décrite, parce que bon, Ah bah c'est pas Thomas, c'est exactement ça, c'est pas une impression, c'est 2 choses en fait. Il y a un côté scientifique, à savoir que ce qu'on fait face à un malade, moi j'ai rien inventé, hein, on va être clair. Et il y a des recommandations scientifiques, il y a des sociétés savantes et internationales, et là c'est la deuxième personne que j'ai rencontrée qui m'a beaucoup apporté, c'est le professeur Stéphane Aulon, qui avait une approche très congrès, société scientifique, rigueur. Donc effectivement, lâchons le mot, une des sciences les plus importantes en médecine, c'est les biostatistiques. tout à fait. C'est-à-dire que pour une personne, ben, on sait pas trop, on peut pas tirer de conclusion définitive, mais par contre, sur un groupe de 100, 1000, 10 000 personnes, là, on peut extraire des données.
et dire, bah voilà, ça serait plutôt dans cette direction qu'il faut aller si on veut prendre en charge les gens correctement. Mais ensuite, une fois sur le terrain, qu'on a vu monsieur untel en consultation, qu'on a étudié son dossier, qu'on dit, ben, c'est ça qu'il faudrait faire, on commence à rentrer dans, d'autres personnes te diraient pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais comme ça, et puis au bloc, bah, parfois, faut ajuster, faut adapter. Donc là, effectivement, bah, il y a un côté unique, en temps réel, personne dépendant, donc tout à fait artistique, effectivement. Et les gens ne se rendent pas compte, mais aussi tu es responsable tu responsable de tout ce que tu fais. Je sais plus c'est combien, c'est 30 ou 40 ans après. Ah oui, bah, quand un dossier médical est ouvert, je crois qu'il y a 30 ans de responsabilité derrière, donc Donc c'est énorme. Enfin 30 ans, si les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est énorme comme temps de responsabilité. Euh, Qu'est-ce que tu avais anticipé la question, mais euh, qu'est-ce que tu as comme au quotidien, qu'est-ce que tu rencontres comme problème la plupart du temps chez les gens? ah, dans ma vraie vie, au quotidien, bah, c'est surtout les problèmes artériels. Et en fait, il y a 2 choses. Pardon. Il y a à la fois les problèmes, de la maladie artérielle et de son retentissement. Si c'est, au niveau de la tête, au niveau des jambes, les problèmes rénaux, les problèmes aortiques. Mais c'est l'autre problème et c'est ça qui m'a énormément passionné dans la chirurgie vasculaire, c'est que cette maladie est la résultante, bah, des facteurs de risque cardiovasculaires, le tabagisme, le diabète, le surpoids, le déconditionnement à l'effort et en fait, si tu veux prendre en charge, les gens correctement, il faut appuyer sur tous les leviers. Ok. Et qu'est-ce que tu appelles par appuyer sur tous les leviers? Eh ben, vérifier que le diabète était équilibré, s'assurer qu'ils arrêtent de fumer, les inciter à se bouger, se motiver, se déplacer, reprendre une vie plus active. Euh, Parce que tu peux, si tu t'amuses à dire, bah, je vais prendre en charge une voiture et puis je vais changer le pot d'échappement, bon, bah, c'est très bien. Mais si les pneus sont à plat, que la batterie est vide et puis que le pare-brise est peint en noir, Ça n'avancera pas. t'iras pas loin, quoi, hein. Mm. Toi, ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors que je pratique, on va dire, en tant que. Moi, j'ai commencé mon clinica en 2008, donc là, j'ai des patients sous ma responsabilité, mais j'ai envie de dire en autonomie et en pleine responsabilité 2011, donc ça nous fait 13 ans. 13 ans. Par rapport à ces problèmes que tu viens d'énoncer, on parle carrément de santé publique, dans un sens. Ah oui. Euh, Depuis 13 à 16 ans, même depuis que tu as commencé ton internat, euh, comment tu as vu ces problèmes évoluer? Est-ce qu'ils sont devenus plus importants? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont été modifiés? Ils se sont empirés? Globalement, il y a une prise de conscience sur la cigarette, mais je pense que le relais par la cigarette électronique, c'est un faux ami. Et ensuite, je pense qu'on est en train de se payer de plein fouet l'épidémie de diabète et l'épidémie de surcharge pondérale. Ok. Donc là, plus un mode de vie qui est quand même de plus en plus sédentarisé à cause des écrans. Donc à mon avis, il faut préciser une chose, c'est que dans les pays industrialisés, quand même, le tueur numéro 1, c'est les maladies cardiovasculaires. Le deuxième, c'est le cancer. Donc de façon très très ironique, et je le dis vraiment de façon plus triste que humoristique, je suis pas prêt d'être au chômage, quoi. Clairement, nous non plus. Et c'est pour ça que c'était extrêmement important et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast. C'est ce que tu viens de te dire. C'est exactement ce que le créateur du CrossFit, Greg Glassman, a décrit dans le CrossFit Level 1. C'est que ce qu'on peut appeler, ce que tu as dit, les maladies cardiovasculaires, qui sont un petit peu impliquées dans les maladies chroniques, c'est un peu le responsable de la cause de la plupart des morts dans le monde, liées un petit peu à la sédentarité, on y reviendra. Euh, Toi, en tant que chirurgien, et dans ta patientèle, c'est quelle tranche d'âge qu'on retrouve? Est-ce que c'est tous les âges? Est-ce que c'est à partir d'un certain âge qu'on retrouve Alors le grand classique, c'est après 60 ans. Ouais. Ce qui est assez pénible à voir, c'est qu'il y a des maladies qui se développent, enfin maladies artérielles qui se développent chez des gens qui ont 45 ans. Alors, moins de 50 ans, il faut pondérer parce que parfois il y a des hypersensibilités Oui. personnelles à la cigarette. Il y a des familles où il y a quand même un petit. C'est pas des maladies qui sont génétiquement gouvernées, mais on constate quand même qu'il y a des familles où ils n'ont pas de chance, quoi. Mais après, il y a clairement, indubitablement, il y a des gens de moins de 60 ans qui sont malades de leurs artères directement à cause de leur mode de vie, quoi.
faut appeler un chat un chat, hein. Bah, parlons un peu des habitudes. Tu parlais du mode de vie des gens. Qu'est-ce que tu entends par mode de vie? Quelles seraient ces causes justement principales par rapport à leur mode de vie? Parce qu'un mode de vie, c'est pas forcément qu'un parti, c'est un peu multipartite. Donc, qu'est-ce que tu appelles par mode de vie? Alors c'est pas un mode de vie, culturel ou ethnique ou quoi que ce soit, hein, soyons très clairs, hein. C'est le mode de vie dans le quotidien. Déjà, il y a tout ce qui est, mobilité, pratique sportive, ça on en a parlé. Il y a des gens qui font pas du tout de sport, qui bougent pas. Alors, il y a des gens qui, ben, sont pris dans leur métier, ont des enfants à gérer, ont des temps de transport importants, mais peut-être qu'ils ont pas aussi la culture ou le réflexe, donc de fait, ils arrivent à la retraite. Bah, la dernière fois qu'ils ont fait du sport, c'était soit à l'armée pour ceux qui l'ont fait, soit, au lycée, hein. Ça date un peu. Donc ça date un peu, donc en fait, ils arrivent, ils sont totalement déconditionnés à l'effort. Je suis en train de lire un livre extrêmement intéressant qui a été écrit par un confrère, intitulé «Le smartphone tue». Et en fait, il s'intéresse beaucoup à tous ces facteurs, épidémiologie, mode de vie, et cetera. Et là, actuellement, son focus, c'est sur impact des écrans et notamment du portable dans nos vies. Donc c'est tout frais, c'est tout récent, il le reconnaît lui-même, il y a très peu de recul, mais bon, je pense que on peut considérer qu'il y a un point de vigilance. Ouais. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, en France, l'espérance de vie, elle est de 84-85 ans. L'espérance de vie en bonne santé, elle est de 62 ans. Donc en fait, le système fait actuellement que nos carences de prévention sur le mode de vie dont nous parlons fait qu'on tombe malade quand on arrive à la retraite. Et moi, je trouve ça dramatique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui se sont échinés toute leur vie pour gagner honnêtement leur vie, pour travailler, faire tourner la société. Et la facture, c'est que une fois qu'ils sont à la retraite, et au lieu d'en profiter, de voir grandir leurs petits-enfants ou alors de s'épanouir dans leur passion, hein, je sais pas, c'est pas moi, et en fait, ils connaissent par cœur leur numéro de sécurité sociale et puis ils font des scanners, des radios, ils voient des chirurgiens, des médecins, et cetera. Et je trouve que c'est quelque chose de triste. Ensuite, il y a l'alimentation. Là, clairement, on est dans le sucre, les produits transformés, la malbouffe, les repas pris sur le pouce, les consommations alcooliques. Donc là, c'est clairement du mode de vie. Ça, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Est-ce que je prends le temps de cuisiner? Alors après, ça appelle d'autres considérations sur l'accès aux produits frais, le temps de faire de la cuisine, mais là aussi, je pense que l'enjeu est tellement important que ça se prend. Et après, il y a les consommations, notamment. Un de mes patrons disait, tu sais, la cigarette n'est pas indispensable à la vie. Tu peux vivre sans cigarette. On est d'accord. Ouais, deuxième parallèle, parce que ça peu de gens réellement savent, parce qu'il faut vraiment prendre le temps pour le lire, mais un des principaux combats, si je veux dire même le plus grand combat de Greg Glassman, le créateur de la méthodologie CrossFit, c'est justement le sucre. C'est d'essayer de trouver une méthodologie qui est, somme toute, assez scientifique pour pouvoir mettre de manière fun et dans le mouvement fonctionnel une méthodologie qui soit vaste, et générale et inclusive, et qui permette notamment de contrer les désastres du sucre sur la vie. Parce que les gens, quand on parle de sucre, évidemment, il y a des sucres, on va dire, raffinés, donc, industriels, puis il y a des, entre guillemets, bons sucres, même si c'est une classification assez cliché. Mais toi, au quotidien, qu'est-ce que ça cause, le sucre, dans ce que tu vois au quotidien chez tes patients Alors, je pense que d'autres personnes en parleraient beaucoup mieux que moi, pardon. Mais l'excès de sucre conduit directement à la surcharge pondérale d'une part et au diabète. Qu'est-ce que tu appelles surcharge pondérale pour les personnes qui ne savent pas? C'est clairement quand qu'on a une masse pondérale, un poids qui est trop important par rapport à notre taille, hein. Ok. Donc là, c'est comme si on se promenait avec un gilet lesté de 10, de 20, de 30 kilos. Le thorax est comprimé, ce qui fait que ça réduit l'ampliation thoracique et donc à la longue, on ventile moins bien. Les articulations, la colonne vertébrale supporte un poids qui est de plus en plus important, ça génère de l'arthrose, qui va gêner la mobilité de notre personne, qui va moins sortir, qui ira moins faire ses courses, qui va devenir dépendante. On est vraiment sur une spirale descendante là. Et le diabète, c'est clairement une pathologie démontrée pour laquelle le pancréas n'arrive plus à produire assez d'insuline pour des tissus qui, en vieillissant, sont moins sensibles à l'insuline. Donc le sucre est en roue libre dans l'organisme.
et produit à la fois des dégâts macroscopiques sur les artères de façon diffuse et microscopiques, notamment sur les yeux, le rein, les pieds. Donc en fait, c'est des gens qui vivent non pas avec une épée de Damoclès, mais avec 15 épées de Damoclès au-dessus de la tête, et le temps venant, il y en a plusieurs qui tombent, quoi. En fait, c'est vraiment, ouais, j'ai envie de te dire, ce que tu traites, c'est quand même le cœur en fait de tout le système qu'on appelle le corps humain. Ah oui. Entre guillemets, c'est-à-dire que si tu as un problème à un endroit, ça peut potentiellement en causer des dizaines d'autres partout. Ah bah c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans cette approche, c'est de me dire, quand je fais connaissance avec quelqu'un en consultation, bah déjà, je prends son identité, ensuite je décline la mienne, on se présente, et moi j'aime bien leur dire, je suis chirurgien de la tuyauterie. Voilà, C'est une belle image. c'est ce qui est tout simple, hein. Comme ça au moins ça cadre le débat. Mais ce que je trouve passionnant et pour bien faire les choses, c'est en fait, pour prendre les choses de façon holistique, pour reprendre le terme que tu as employé en début et que j'aime beaucoup, c'est de dire voilà, si je veux être efficace, si je veux être percutant, faut que je comprenne les tenants et les aboutissants de ce que je traite. Et en fait, quelque part, je suis pas chirurgien de la tuyauterie, je suis chirurgien métabolique. Et ça, je trouve ça extraordinaire comme approche. Extrêmement intéressant. Attention, c'est quelque chose que je vis avec humilité, hein, parce que je vais pas me substituer au diabétologue, je vais pas me substituer au cardiologue, je vais pas me substituer au néphrologue. Mais quand j'ai le malade en face de moi, il faut que moi je sois conscient de tous ces facteurs, éventuellement de remonter aux confrères pour dire dis donc que j'ai vu monsieur Untel, peut-être qu'il faudra faire le point là-dessus. Mais par contre, de savoir en quoi ça va pouvoir perturber ma prise en charge. Et ça, il faut que je sois aware là-dessus. Bah, c'est ça en fait qui est extrêmement intéressant en fait. Et c'est pour ça je te le dis, on t'aime beaucoup de manière générale. C'est que en fait, généralement, et j'ai expliqué l'anecdote avec Valérie juste avant, il y a certains médecins qui se mettent dans une position d'autorité sans se remettre en question par rapport à la prise en charge, ou le fait que, par exemple, il y a des médecins, un cardiologue qui va dire à une adhérente de la salle, et c'est arrivé, faire 5 fois du sport par semaine, c'est beaucoup trop. C'est une cardiologue, hein. Et ça, ça, je peux te l'attester. On en parlera en off, je t'expliquerai un peu la situation. D'accord. Mais Je note. donc c'est quand même. Toi, tu viens clairement de te remettre en position d'humilité, c'est-à-dire que c'est un corps médical et un corps, ça fonctionne ensemble. Et nous, on est là. Excuse-moi, je te Ouais. reparle tout de suite, puisque tu parles du rythme et de l'intensité. Quelqu'un de 75 ans que je prends en charge pour des problèmes artériels, je vais quand même pas lui asséner aller au sport, aller chez Rengo. Bien Je leur sûr. dis, la formule que j'ai trouvée, c'est je ne vous demande pas de faire le marathon. Et pendant les JO, c'était très rigolo. Parce que là, les gens percutaient tout de suite. Ce que je vous demande, c'est de la régularité. Et qu'est-ce que tu appelles régularité, du coup? Bah alors aussi, ça dépend un peu du mode de vie, parce qu'il y en a qui disent ouais, vous savez, tous les jours, et puis j'ai le chien, et puis il pleut, mais moi je leur préconise, écoutez, si sur une base de plus d'un jour sur deux, vous sortez de chez vous, ne serait-ce que pour marcher 30 minutes, déjà ça va vous changer la vie. Oui, d'accord. Et par rapport à. Justement, pour parler des solutions, ce que j'avais aimé quand on avait parlé en off un peu en préparation de ce podcast, c'est que tu avais dit là, pour l'instant, je suis un peu dans le réactif et j'aimerais bien être dans le préventif. Mhm. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, plusieurs conseils, pour justement être dans le préventif des problèmes que tu rencontres le plus en tant que praticien? Ah bah alors là, j'ai strictement rien inventé, hein. Moi, le conseil que j'essaye de décliner au fil de l'eau, au fil de mes rencontres, c'est la première marche des 5 steps du CrossFit. C'est l'alimentation, c'est le sommeil, on ne parle pas assez du sommeil. C'est ne pas fumer, c'est évident, contrôler le sucre, faire sa propre cuisine, et puis bouger, quoi. Ok. Et quand tu appelles bouger, justement, tu disais pas Alors, forcément se alors taper bouger, un watt tous les jours. c'est ça. Tu peux pas dire à quelqu'un qui reprend sa santé en main à 75 ans de bousculer ses habitudes de vie. Ça, peut-être même que mentalement, et c'est très triste de dire ça, il y a des gens chez qui c'est trop tard. Ils sont sur le quai de la gare, le train est parti. Mais rien que de les remettre sur un petit wagonnet et puis dire allez, tu peux le faire, déjà c'est une belle victoire. Et comme je disais, c'est multifactoriel, il faut vraiment essayer d'appuyer sur tous les leviers. La moindre prise qu'on a pour essayer de relancer la santé de notre patiente est une prise intéressante. Parce qu'elle va pouvoir, par effet domino, nous redonner prise sur le reste. Clairement. Et ça, c'est. euh,
J'ai failli casser le matériel ici. C'est le gars de la technique m'a mal regardé. On t'aime, Tristan. Euh, Ce qui est fou, c'est que c'est clairement, quand on parle de CrossFit, et puis généralement les gens se rendent compte avec un recul et la sagesse qui vient après avec les années, mais c'est qu'en fait, le CrossFit est une porte d'entrée qu'on va décliner sur l'entraînement. Et puis après, quand tu vas commencer à t'entraîner bien, tu vas faire un peu plus attention à ce que tu manges, Mhm. et puis un peu plus attention à ce que tu dors, et puis à comment tu vas être mobile, et puis ta souplesse, et puis comment tu vas bouger tous les jours. Et en fait, c'est pour ça que j'appelle ça holistique, c'est-à-dire que c'est une porte d'entrée pour pouvoir traiter du global chez l'être humain, parce qu'on parle clairement de santé générale. Et c'était pour ça que c'était intéressant de vous avoir autant Guillaume que toi. Euh, je sais que tu aimes bien un peu les jeux. Je Ah, te propose un petit jeu. Bon, après, c'est allez, un jeu à moitié jouet, à moitié sérieux. allez, on y va. Euh, Au niveau des mythes, je te donne un mythe qu'on a Ouais. trouvé un petit peu, enfin que Tristan, en préparation de ce podcast, a trouvé quelques-uns. Premier mythe, seules les personnes âgées sont concernées par les maladies cardiaques. Non. Quelqu'un qui fume comme un pompier, il peut être malade à 40 ans. Tu auras d'autres exemples? D'autres, alors malheureusement, bah, il y a le diabète de type 1 où on peut rentrer dedans à l'âge de 6, 7, 8 ans. Et ça, c'est des gens qui, en arrivant à 25-30 ans, peuvent avoir déjà des gros problèmes. Et alors là, on est en plein dans le mode de vie parce que va falloir qu'ils soient, en fait, ils vont avoir une jeunesse placée sous le signe de la médecine, devoir apprendre à contrôler leur glycémie, gérer leurs insulines, etc. Alors je sais qu'il y a énormément de pistes de recherche sur les nouvelles thérapeutiques, les greffes pancréatiques, etc. Machin chouette, mais ils n'ont pas d'autre choix que de vivre avec tous les jours. Et quand je vois un diabétique qui fume, je suis désolé, la cigarette, on ne l'a pas prescrite. Donc là, on est clairement dans le mode de vie, dans le choix de vie. Enfin, on les fume pas à sa place, les cigarettes, quoi. Ça... Donc oui, malheureusement, les maladies artérielles peuvent impacter des sujets jeunes, hein, dans divers contextes, mais c'est pas une maladie du vieux. Alors, deuxième cliché, je connaissais pas du tout aussi, mais en préparant ce podcast, ça m'avait fait un petit peu rire. Mais certaines personnes pensent que les maladies cardiaques ou vasculaires ne touchent que les hommes. Alors, il y a deux choses. Il y a une grosse étude en 1965 de Framingham qui s'était intéressée aux maladies artérielles, hein, et en fait, on s'était un peu basé sur l'épidémiologie de l'époque et il était ressorti que le plus à risque, le patient profil type à risque, c'était l'homme de plus de 60 ans qui fumait comme un pompier. Et malheureusement, alors il y a beaucoup de choses qui évoluent en ce sens, à savoir qu'on se rend compte que bah, c'est un cliché, c'est un mythe. C'est que les femmes aussi ont des maladies artérielles et qui n'ont pas forcément des présentations aussi typiques ou classiques que chez les hommes. Et ensuite, n'en déplaise aux féministes, eh ben, le réseau artériel féminin, c'est pas le même que le réseau masculin. Alors, au passage, j'en profite pour glisser que là, le CrossFit, ben, les RX hommes, RX femmes, c'est pas les mêmes, hein. Et c'est pas de la discrimination. C'est comme ça. Il y a deux physiologies, bah, faut en tenir compte. Tout à fait. Mais ce qui veut dire que charge à nous, médecins qui rencontrons des femmes qui ont atteint qui rencontrons des femmes atteintes de maladies artérielles, de nous mettre au niveau pour pouvoir les traiter correctement. Et là, bah, malheureusement, on manque de data. Bah, il faut s'y mettre, il faut creuser. Il y a des études. Il y a des initiatives comme celle qui vient du CHU avec le professeur Mounier-Veillé, le cœur des femmes. Puis dans 15 jours, moi je vais au congrès de la Société européenne de chirurgie vasculaire et ça fait partie des points de vigilance sur lesquels je vais bien me renseigner, je pense. Très bien. On en parlait avec Valérie, en tout cas dans son domaine, tout ce qui est périnée, etc. C'est que il y a certaines découvertes ou certains même faudrait préciser le dessin, mais en tout cas certaines anatomies qui ont été que découvertes très récemment parce que très peu d'études ont été faites sur les femmes et ça se fait que depuis que quelques années. Et donc c'est toujours plus intéressant de se former et de voir que quelqu'un qui a autant d'expérience que toi va continuellement se former et apprendre des nouvelles choses. Je savais pas du tout que les femmes avaient un. Ah bah, moi j'ai grandi dans mes études où en clair, c'était des maladies de l'homme d'un certain âge et fumeur, et puis il y avait des femmes, mais c'est sûr, bon bah tu comprends, elle a 85 ans, elle a fumé, bon très bien, mais on voit émerger un nouveau profil. Alors c'est toujours pareil, hein, quand tu tires le rideau, tu vois rien. Là, je pense qu'on a ouvert le rideau et on se rend compte que dans la pièce d'à côté, il y a des gens qui méritent notre attention. Tout à fait. Euh, une autre,
Ça, c'est un mythe qui est fort aussi. Les graisses sont toujours mauvaises pour le cœur. Ah bah non. Moi, moi ce matin, j'ai encore pris ma gélule d'oméga 3, hein. Tu prends les gélules d'oméga 3. Dans quel sens tu fais ça Parce qu'on en parlera bientôt avec Elsa, notre diététicienne avec qui on travaille très fortement, mais dans quel objectif tu prends cette Alors, capsule oméga 3? il est clairement établi qu'il y a le bon et le mauvais cholestérol, les fractions LDL et HDL. En fait, bah, dans le corps humain, il faut des graisses, hein. À la fois pour équilibrer certaines chaînes métaboliques et puis bah, du point de vue physique, le rein, par exemple, dans sa loge anatomique, il faut bien qu'il soit un petit peu rembourré. Enfin, c'est très caricatural, mais on ne peut pas vivre avec 0% de graisse, c'est pas possible. Ensuite, on sait très bien qu'il y a toujours pareil, donc le corps a besoin de graisse, mais l'excès, c'est lui qui conduit aux pathologies. Je rebondis sur le sucre, le cerveau, c'est 2% du poids du corps. La consommation du neurone, c'est 100% de glucose. Donc tu peux pas vivre sans glucose. Mais en fait, on en a besoin de très très peu. Sauf qu'on vit dans une civilisation où moi, si je veux descendre la rue et puis me descendre un sachet de Haribo, il n'y aura aucun problème, quoi. C'est sûr. C'est la méthode de consommation. Bah, par rapport à ça, justement, le prochain mythe, c'est le cholestérol alimentaire est le principal responsable des maladies cardiaques. Ah bah non, là on vient de le démontrer. Ça, t'as le mauvais cholestérol, t'as le diabète, t'as l'hypertension artérielle. On n'a pas beaucoup parlé d'hypertension. La cigarette, la surcharge pondérale, le stress, le manque de sommeil. Donc non, là on est vraiment dans l'association de malfaiteurs, hein. Bah, parlons un peu de la pression artérielle parce que c'est lié à une prochaine question. C'est euh, comment tu la décrirais, comment tu l'expliquerais on va dire, à quelqu'un qui n'y connaît rien et surtout comment tu la vois au quotidien dans ta pratique? Alors moi j'en vois surtout les conséquences, hein. Pour la décrire à quelqu'un, je dirais bah, c'est l'intensité avec laquelle le cœur pompe le sang dans tout l'organisme. Mais bon, tout à l'heure, je prenais l'image de la voiture. C'est sûr que si tu conduis en permanence à 220, il y a un moment, même sur des petites routes, ça va poser problème, quoi. Après, on est plus dans un domaine de cardiologue et de néphrologie. C'est eux qui gèrent parce qu'il y a la tension artérielle, c'est multifactoriel. Il y a énormément d'organismes qui la régulent. Il y a les reins, il y a le cœur, il y a les barorécepteurs carotidiens. Donc pour ajuster une tension artérielle, c'est vraiment là on effectivement, comme tu disais, il y a la science et il y a l'art, hein. Il y a telle molécule, telle autre molécule. Parce que la question c'est, face à quelqu'un qui a une hypertension artérielle, la question ça va être quelle est son origine. Il faut savoir que certaines tumeurs, par exemple de la surrénale, qui vont provoquer une hypertension artérielle. Et donc avant de conclure que dire bah, c'est une hypertension artérielle parce que c'est comme ça, on n'a pas d'explication, ou alors parce que c'est le stress. Il y a tout un travail de défrichage qui a été fait en amont. Prochain mythe, j'en passe quelques-uns parce que tu y as déjà répondu. Les médicaments suffisent pour gérer efficacement les maladies cardiaques. Oui et non. Il y a des molécules très puissantes comme les statines qui stabilisent. Mais alors ça aussi, je le dis en consultation, c'est le jour où on trouvera un médicament qui réduit l'athérome, hein, tous les dépôts de calcaire et de cholestérol qui bouchent les artères, ben, on changerait de métier. Mais on en est loin. On peut contrôler la maladie, certes, mais ça ne changera rien au fait que, les dégâts qui sont constitués, et que deux, si les gens ne changent pas leur mode de vie, ben, dans les mêmes conditions, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, donc ils vont continuer à se dégrader leur réseau artériel. Parce que toi, en tant que professionnel, la question qui sous-tend aussi à ça, c'est de se dire, est-ce que parfois, simplement faire une activité physique ne peut pas résoudre, que ce soit une activité physique comme le crossfit ou une intensité moins élevée, peut résoudre aussi certains problèmes que tu peux voir au quotidien? Ah bah complètement, parce que déjà, je pense que déjà le simple fait de faire une activité, c'est quelqu'un qui va un peu sortir de son quotidien, bouger, se changer les idées, et je pense que rien que ça sur non seulement pas sur les facteurs physiologiques, hein, c'est quelqu'un qui a un peu relancé son imagination, ses désirs, ses rêves, des activités créatives. Pas forcément extrêmement physiquement engagé, parce qu'effectivement, je me souviens de certains WOD très engagés. Mais je pense qu'avoir une activité en parallèle, on peut pas simplement se lever le matin, faire son métier, puis aller se coucher, quoi. Ok. Je pense que on va pouvoir terminer par rapport au mythe.
mais je veux plutôt le tourner autrement. C'est euh, quel est l'impact du stress sur les maladies que tu viens à connaître au quotidien et à avoir dans la pratique, et l'impact général du stress sur Ah la bah, santé publique? il est énorme. C'est des gens qui sont hyper tendus, c'est des gens qui font du cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va nous aider qui va générer du stress. C'est comme l'animal qui est en position d'être chassé. Il va bien falloir qu'il réagisse au danger, sinon il va se faire bouffer. Mais il y a un moment, le stress produit des effets contre son propre organisme. C'est des gens qui vont moins bien réagir au traitement, c'est des gens qui seront moins faciles à anesthésier, authentiques. Ça, les anesthésistes ont beaucoup de problèmes, surtout avec les jeunes qui sont très tendus, très nerveux, qui se demandent à quelle sauce on va les manger. C'est des gens qui réagissent moins bien au traitement, c'est des gens qui peuvent aussi psychologiquement être dans le doute et moins suivre les recommandations, qui peuvent ensuite avoir des échappatoires, retomber dans des consommations anxiolytiques pour gérer leur stress. Mais bon, tu comprends bien que si c'est du tabac, du cannabis ou de l'alcool, alors c'est sûr, ils seront déstressés, mais on va déplacer le problème. Ouais. Donc je pense que l'impact du stress, il est majeur. Et comme aujourd'hui on est dans une société à 100, 110, 120, 130 à l'heure, là aussi ça serait peut-être bien qu'on revoie certains standards, quoi. Mais après on dérive sur des questions sociétales. On va parler maintenant du CrossFit. Tout à l'heure, tu as parlé que le CrossFit t'avait pas mal aidé, que tu l'avais découvert via ta chère et tendre femme Manuela, Tout à fait. qui se trouve derrière la caméra, qui n'est toujours pas très loin. Et on l'embrasse. Comment t'en es arrivé à commencer le CrossFit et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? J'en suis arrivé sous l'impulsion de Manuela. En fait, dans ma vie, j'ai jamais vraiment lâché le sport, puisque j'ai quand même derrière moi 8 ans de boxe française et 3 ans de self-défense. Mais je pense que c'était plus des sports qui étaient orientés sur la gestion du stress et de l'agressivité que sur le focus, L'agressivité. sur le focus métabolique lui-même. Et ensuite, comme tout le monde, en arrivant à la quarantaine, j'ai commencé à prendre un peu de bedaine. Et puis Manu connaissait le CrossFit, et puis m'a dit les choses, et puis m'a présenté, puis en fait le confinement a fait le reste. Il a bien fallu occuper les journées. Et là j'ai découvert qu'entre mes capacités supposées et puis la vraie vie, j'étais très très loin du compte. Qu'est-ce qui t'a le plus sauté aux yeux par rapport à ça? Euh, Parce qu'on passe tous par là, hein, on passe tous. L'endurance. Je me rappelle d'un WOD qui était fait avec 2 dumbbells de 6 ou de 8. Et en fait, au fur et à mesure des reps, une, même pas, d'accord. Bon, donc une Manuela, dumbbell, pour ceux qui nous écoutent, Manuela, voilà. elle a fait un doigt comme ça. Donc, Non, une. donc là, Donc, c'est la minute humilité. En fait, au fur et à alors, pour un crossfitter maintenant, ça va être, je vais enfoncer une porte ouverte. Plus les reps avançaient, plus j'ai dû décharger en fait. Et en fait, il y a un moment où tu mets ton ego sous le paillasson, tu dis en fait là j'ai pas tenu le WOD. Mais enfin, il y a un moment, il y a un côté, il faut que ça fasse un peu mal, là. Faut un côté prise de conscience. L'autre chose que m'a énormément apporté le CrossFit, c'est la sortie de la zone de confort. ok. C'est le côté de se challenger. Ok. Donc, le dépassement de soi, c'est quand même étonnant parce que j'ai l'impression que dans ta pratique, tu te dépasses souvent un petit peu chaque jour. Là, c'était peut-être un dépassement de soi différent. Comment tu le décrirais, le dépassement de soi par rapport à... Tu peux être très engagé dans ta vie professionnelle et puis avoir perdu de vue certaines priorités dans ta vie personnelle. Et Et c'est très intéressant parce que quand tu reprends les choses en main du point de vue personnel, il y a un effet ping-pong, un effet rebond où tu dis je me suis remis en cause dans ma vie personnelle, du point de vue ce qui peut être source aussi de remise en cause, de rappel à l'humilité, ce qui n'est pas forcément facile. Mais dans ce cas, ça devient encore plus facile dans ta vie pro, puisqu'il y a un peu moins d'affect. Donc là, c'est plus facile. ok. Ce que disait, dans le premier épisode du podcast, Guillaume, c'est que lui, en tant que généraliste, il vient à parler continuellement et à écouter les gens pendant 12 à 13 heures.
toi, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, il y a des moments où tu vas avoir ce relationnel, il y a des moments où plus tu vas être dans l'opératoire. Euh, donc un peu moins dans la discussion avec l'autre, mais un peu plus dans ta tête souvent. Est-ce que le CrossFit peut aussi te permettre de euh, peut-être parfois de revenir sur le monde réel et de revenir un peu dans ton corps et te remettre sur le moment présent? Ah bah oui, quand t'es bien dans ton corps, t'es bien dans ta tête. Là aussi, ça sonne comme une évidence, mais bon, ça. Quelqu'un qui est fatigué, qui a mal au dos, qui se traîne, je vois pas comment il peut être efficace, quoi, en fait. Enfin, en chirurgie, on a un côté relationnel, parce qu'à côté du bloc aussi, j'ai des journées de consultation, alors qui sont peut-être pas aussi intenses qu'en psychiatrie, mais bon, il y a un relationnel qui peut être très fort, parce qu'au final, ça va déboucher sur je vous opère pas, falloir le justifier, l'argumenter, et puis si je vous opère, ça veut dire qu'en clair, je vais vous mettre sur une table d'opération, puis je vais faire des modifications corporelles chez vous. Donc ça, faut quand même, Ouais, faut être prêt, faut c'est que les gens lourd. soient prêts à l'entendre, ça peut être lourd. Et ensuite au bloc, dans les impératifs de radioprotection, je porte un tablier en plomb de 9 kilos sur un geste qui peut durer, une endoprothèse aortique, quand ça se passe bien, c'est 60 minutes. Bon, en fait, c'est comme si je faisais ma séance de CrossFit avec mon gilet à 9 kilos sans me lâcher, quoi. 9 kilos là. Ouais, c'est un D'ac- 2 pièces, il y a une jupe et puis un gilet, mais ça fait 9 kilos. 9 kilos, c'est énorme. Enfin, ceux qui se. Enfin, 9 kilos, c'est quand même. C'est plus qu'un pack d'eau de 6 Ah bah oui. C'est énorme, c'est très très lourd. Dans ton quotidien, tu disais que tu faisais de la cohérence cardiaque, de la mobilité, ça c'est. De la cohérence cardiaque, de la mobilité, c'est tous les jours? Alors, sur ma routine, je souhaiterais que ce soit tous les jours. Après, il y a la vraie vie, mais là aussi, il y a une part de discipline. Je m'y attelle. Très bien. Mobilité, combien de temps? Alors, mobilité, ça. J'ai un petit protocole perso de 4 minutes de base. Ensuite, GoWood est extrêmement bien conçu avec des challenges et des rappels à l'ordre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est arriver un petit peu en avance à la boxe. Donc là aussi, c'est pas facile à. Mais À goupiller. si je peux faire une mobilité avant, calquer sur le WOD et faire de la récup derrière, là, c'est magique, hein. T'as des problèmes particuliers Ah oui, moi je suis raide comme un balai. Et ensuite, tu parlais de Valérie, en fait, c'est aussi un des facteurs déclenchants. Il n'y a pas que Manuela, parce que je la cite en premier, mais Forcément, c'est bah oui. madame. Mais je suis revenu dans la santé grâce à Valérie, parce que je suis revenu dans la santé grâce à mon épaule droite. Où en fait, j'arrivais même plus à me verser le café le matin, tellement ça me faisait mal. Au niveau du Au coude, niveau de l'épaule? l'épaule. L'épaule, la coiffe de rotateur? Et en fait, on est parti sur une bursite, puis ensuite, donc j'ai vu un radiologue qui m'a infiltré, puis ensuite, j'ai vu Valérie qui m'a un peu remis tout ça d'équerre, et puis qui m'a dit, en fait, toi, c'est pas franchement de kiné dont tu as besoin, c'est de mobilité, donc je vais te rediriger vers l'ostéopathe. Et ensuite, il y a des choses que tu peux pas faire à la place des gens, et j'ai continué à tirer sur la bobine, et puis j'ai trouvé la mobilité, et puis en fait, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Là aussi, je vois arriver des gens qui ont 60, 65 ans, 70 ans, qui ont passé leur vie 8 heures par jour assis à un bureau. Ils ont les épaules enroulées, ils ont le rachis qui est raide, ils se déplacent difficilement. Puis après, ils me disent j'ai mal partout. Donc ils t'en parlent comme si toi, tu allais être un grand chaman et puis trouver la solution à tout. Là aussi, le CrossFit m'a apporté des arguments pour dire non, mais en fait, le problème, c'est pas que ce qu'on vous a identifié au scanner et la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres choses globales dans votre mode de vie qui font que vous allez avoir d'autres choses à corriger. C'est un peu le phénomène de sarcopénie. Aussi, oui. Tu pourrais expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ce phénomène, parce que l'idée c'est que on accompagne des personnes, donc des très jeunes enfants, dès 4 ans à Rengo, et parfois on peut aller, il y a un couple qui a presque 70 ans, donc c'est quoi ce phénomène de sarcopénie et qu'est-ce que ça peut déclencher et comment on peut le prévenir justement grâce au CrossFit? Donc la sarcopénie, pénis c'est la diminution et sarcos c'est la viande, la chair, le sarcophage. Bon appétit. Donc, en fait, c'est en vieillissant, forcément les réserves musculaires diminuent. La réaction au stimulus diminue également, mais avec le déconditionnement à l'effort et surtout la sédentarité, les masses musculaires fondent.
Donc en fait, l'impact, il est redoutable sur l'état général parce que tout de suite, ça peut avoir des conséquences, notamment sur le système immunitaire, sur la santé psychologique, et puis ensuite, bah, sur tout simplement sur la force physique proprement dite. Comment on pourrait le prévenir justement ce phénomène? Et ben, par une bonne alimentation avec un apport protéique adapté, et ensuite, bah, par de l'activité physique. Ça, je le martèle à longueur. Ça maintenant, c'est un argument professionnel qui m'a été apporté par le CrossFit. Je dis aux gens, l'organisme humain, c'est un organisme qui s'adapte. Si vous passez votre journée sur le canapé, vos muscles vont fondre et vous ne serez plus capable de bouger. Par contre, si vous bougez, si vous vous entretenez, si vous stimulez, si vraiment il y a un stimulus digne de ce nom, là, votre corps va s'adapter et vous allez refaire des réserves. C'est capital, notamment parce qu'on a des patients qui ont des lésions artérielles extrêmement avancées, qui ont des ulcères au niveau des jambes et qui sont des zones de cicatrisation intenses. Et c'est démontré que c'est des fuites protéiques. Parce qu'en fait, c'est pas de l'entretien cutané, c'est de la réparation cutanée. Donc je leur explique de façon claire et nette qu'il faut absolument qu'ils entretiennent leurs réserves. C'est comme pour reconstruire une maison, il faut des briques. Les briques de l'organisme, c'est les protéines. S'ils n'ont pas de protéines, d'une part, et qu'ils ne se donnent pas les moyens de les accumuler, de les stocker, ils vont dans le mur. Et ça, c'est mon job de les accompagner. Un de tes autres jobs, et on va y venir parce que tout à l'heure tu parlais enfin tu as parlé d'étages, enfin ou d'étapes, je sais plus. Effectivement, CrossFit a théorisé une pyramide. Mhm. Donc tout à l'heure tu as parlé de la pyramide, c'est évidemment comme une maison. Si les fondations sont pas respectées, ce qui est au-dessus servira à rien du tout. La pyramide CrossFit, c'est une première étape de nutrition. Donc ça, on va dire que c'est la base de tout. C'est comme une voiture, s'il n'y a pas de fuel dedans, ça sert à rien. Ou en tout cas, la qualité du fuel déterminera la qualité du voyage. Mhm. Euh, Après, au-dessus, et c'est là où tu interviens, c'est metabolic conditioning, on va appeler ça santé vasculaire, métabolisme et ce genre de choses. En quoi le CrossFit est extrêmement puissant par rapport à ça? Ah bah, le CrossFit est extrêmement puissant au sens où, bah déjà, tu l'as dit, c'est le conditioning. Il va te permettre d'avoir un organisme qui est en mouvement, qui est en action. Alors là aussi, ça suppose derrière de soigner la récupération. Tout à fait. Mais tu es plus sur un organisme au repos, tu es sur un organisme qui est dans une dynamique. Il n'est pas dans un équilibre, il est dans un état stationnaire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des dépenses, mais il va y avoir des rentrées. Et en fait, il sera mieux armé pour faire face aux agressions, il sera mieux armé pour s'auto-entretenir, et puis il sera mieux aussi armé pour progresser dans ses performances. Et justement, euh, pourquoi l'intensité du CrossFit est très importante par rapport à ça, justement? Ah ben, parce que plus le stimulus est élevé, plus la réponse sera adaptée. Ça, on le retrouve à la fois dans le cardio et dans l'ostéo-articulaire. Le corps humain est fait pour fuir devant le lion et courir derrière la gazelle. On est arrivé ici parce qu'on a des ancêtres qui ont survécu dans des conditions où soit il fallait qu'ils échappent aux prédateurs, soit il fallait qu'eux-mêmes deviennent prédateurs. Et si on n'avait pas les réserves métaboliques, la capacité à la fois de stockage pour le dépenser au bon moment, la capacité de récupération, bah en fait, on serait tout simplement pas là, quoi. Est-ce que c'est par cela, d'après toi, qu'on peut définir aussi que le CrossFit a trait à des mouvements et des exercices fonctionnels? Ah bah alors là, je ne vais pas me mettre à la place de Greg Glassman, hein, mais c'est sûr que là, on est clairement dans la fonctionnalité. Qu'est-ce Euh, qu'on peut décrire comme la fonctionnalité? Parce que quelqu'un, parfois, on peut arriver et les gens qui régurgitent ça de manière continue en CrossFit, oui, en CrossFit, on fait des mouvements fonctionnels. Là, alors, il y a des choses plus évidentes que d'autres dans les types de mouvements, mais aussi le conditioning aussi est quelque chose de fonctionnel. Comment tu pourrais décrire fonctionnalité par rapport à ah ça? ben, un exercice, un WOD intense du point de vue cardio va te permettre d'avoir un cœur qui va être stimulé, donc qui derrière va se dire bon, bah, maintenant, il faut que je me réorganise, il faut que je règle mes troubles du rythme, il faut que j'augmente en capacité. Ta mobilité va te permettre à la fois, comme tu le décris, de travailler, de faire des mouvements corrects pour pas te blesser au quotidien. Ça, que ce soit dans les métiers de la santé, du bâtiment ou autre, bah, c'est indispensable.
mais peut-être aussi sur certains exercices de conserver des amplitudes articulaires que tu n'utilises pas forcément au quotidien. Et de toute façon, que si elles ne sont pas utilisées, tu vas les perdre. Une articulation qui bouge pas, elle se fige. Ça, c'est démontré par A plus B. On a des petits vieux qui vivent, qui sont grabataires, hein, qui vivent sur leur lit. Bah, en fait, on a des raideurs articulaires et ça devient des momies. Donc, une fois de plus, on en revient à l'essentiel. C'est que la machine humaine, c'est une machine mobile, hein, et c'est une machine adaptative. Donc, si tu laisses dans un coin, et ben d'ailleurs, c'est peut-être une digression un peu surprenante, mais bon, bah, c'est une méthode de torture. Ça va générer des souffrances et des pertes d'amplitude articulaire, et puis des douleurs diverses et variées, et puis un repli sur soi. Tandis que si on bouge, qu'on se dépense, qu'on travaille ses amplitudes, qu'on stimule son cardio, sa fonction respiratoire, derrière, l'organisme recevra le message, tu es là pour être actif, et il va s'organiser en conséquence. Très bien. Toi, en tant que professionnel, en tant que chirurgien vasculaire, imaginons un de tes patients demain, une soixantaine d'années, vient, tu y as déjà un peu répondu tout à l'heure, mais je vais y aller un peu plus en profondeur. Euh, il veut commencer, peut prendre un peu plus soin de soi. Il a vu une publication de CrossFit, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, euh, et il te demande conseil. Euh, Quel protocole tu lui donnerais pour pouvoir. Est-ce que déjà tu lui conseillerais le CrossFit? Quel protocole tu lui donnerais? Et qu'est-ce qui serait possible par rapport au CrossFit, par rapport à lui? Ah bah alors là, là justement, ça fait partie de mes champs d'investigation. C'est que, bon, déjà, tu as des gens dont tu sens bien que ça va pas être, enfin, ça va être très dur de les remettre dans l'effort. On va déjà être dans le contrôle du mode de vie, le simple fait de sortir promener le chien, ce genre de choses. Quelqu'un qui me demanderait effectivement est-ce que le CrossFit peut avoir un intérêt pour moi, je lui dirais bah, bien sûr que oui, allez-y. Euh, Tenez-vous prêt à ce que ça secoue un peu au début, mais en tout cas je ne pourrais que le recommander. Et moi ce qui m'intéresserait énormément, ça serait d'avoir une porte, pas sur une prescription médicale, mais en tout cas d'avoir des portes d'entrée dans le CrossFit en disant bah voilà, ça me paraît plus adapté à un tel, on va peut-être pas tout de suite rentrer dans la NUT, dans le skill et dans le WOD, mais en tout cas je pense que le CrossFit a quand même assez de cordes à son arc pour prendre en charge des gens qui reviennent tout simplement dans l'activité. Dans le reconditionnement à l'effort. Justement, euh, je comptais t'en parler en off, mais on peut clairement le faire pour d'autres professionnels, parce que je suis sûr que d'autres professionnels de CrossFit vont écouter ce podcast. Euh, Imaginons demain quelqu'un qui est dans une situation comme tu peux connaître, qui est vraiment dans un stade avancé, qui est au-delà de 60 ans, qui a des problèmes articulaires, qui a surtout a besoin d'un reconditionnement total. Euh, Quel test on pourrait faire à une personne qui rentre comme process d'onboarding, c'est-à-dire de process de rentrer dans la Mhm. salle et de pouvoir mettre en place? Quel test cardiaque, respiratoire on pourrait lui faire et qu'on puisse voir une évolution au fur et à mesure du temps? Bah, moi j'imaginerais bien un protocole de type CrossFit Rehab, où on prendra un coach qui, en fonction, qui aurait des abacs en fonction du degré de sévérité indiqué par le médecin et puis de l'âge de la patiente, son poids, etc. De dire, bah voilà, je vais faire un mini WOD et un gros WOD, et puis je vais tester ses amplitudes, sa mobilité, son cardio, et voir d'où est-ce que je pars, et puis essayer d'établir un plan de soins pour cette personne. Et justement, quel test précis on peut faire de test à l'effort qui existe d'un point de vue cardiaque ou pulmonaire qui existe, que tu connais, qui peut s'être mis en place Alors ça, en toute honnêteté, là je suis pas kiné, je suis pas médecin rééducateur, donc honnêtement j'en connais pas beaucoup. Maintenant, à mon avis, rien que de faire marcher quelqu'un sur 400 mètres ou lui faire 20 box step-up, même à faible hauteur, rien que là-dessus, tu as déjà beaucoup d'indications. Très bien, super. Et on va parler aussi des varices. Mhm. Un petit mot sur les varices. Un petit mot sur les varices, et peut-être les liés au CrossFit, c'est que on a déjà vu, parce que ça peut être intéressant, parce que je sais qu'au sein de la salle, il y a des personnes, euh, pour expliquer un petit peu le parcours de quelqu'un qui est intéressé à rejoindre la salle,
Généralement, je fais comme une consultation. Alors, c'est pas une consultation comme un docteur, mais on essaie d'y mettre les formes également. Et je prends toutes les informations sur les personnes, notamment médicales. Mmh. Et je sais d'expérience que c'est très rare qu'on me dise RAS. Il y a toujours eu un souci quelque part. Parfois c'est grave, parfois c'est moins grave. J'ai déjà des personnes, parfois c'est évident, je veux dire Déborah ou Romain qui sont en chaise roulante, ça me paraît assez évident. Après, il y a des personnes qui ont des tumeurs, des cancers. J'ai parfois des personnes qui ont des problèmes articulaires divers et variés. C'est très rare qu'on me dise RAS. Et je sais qu'on m'a déjà dit, ou par l'expérience de voir des personnes en short ou ce genre de choses, voir des personnes avec des varices. Est-ce que tu pourrais expliquer, comme si on était des enfants, qu'est-ce qu'une varice, comment ça a été causé, comment ça peut être causé, et est-ce que c'est dangereux de faire du crossfit en ayant des varices? Alors en pratique, les tuyaux qui partent du cœur et qui alimentent l'organisme, c'est les artères. Tout à fait. Le voyage retour, c'est géré par les veines. Donc les artères, c'est à haute pression et les veines, ça peut être du gros débit, mais c'est de la basse pression. Bien souvent, donc une varice, c'est une veine qui est dilatée, qui a augmenté de diamètre et qui ne fonctionne plus efficacement. Donc le grand classique, c'est au niveau des jambes, parce que quand on est debout, le travail des veines, c'est de ramener le sang des pieds vers le cœur. Alors l'essentiel passe par les masses musculaires, mais on a aussi un réseau superficiel, donc les veines saphènes internes à l'intérieur des cuisses et saphènes externes derrière les mollets. Et ben parfois, alors là il y a un terrain familial, ou alors c'est pas de chance, et ben ces veines ne fonctionnent plus, elles sont qualifiées de incontinentes ou incompétentes. Et au lieu de drainer correctement le sang de bas en haut, elle le laisse stagner de haut en bas, voire refluer. Donc les conséquences, déjà, ça entraîne un développement anarchique de veines un peu tentaculaires au niveau des jambes. Donc là, il y a un point d'appel qui est visuel. Ça peut être douloureux, ça peut déclencher des démangeaisons. Le risque à terme, c'est quoi? C'est qu'à force d'avoir cette stagnation, il y a de l'eau qui passe du secteur vasculaire au secteur sous-cutané, des jambes qui gonflent, qui sont de plus en plus douloureuses, de plus en plus inconfortables. Et alors tout ça, c'est sur des mois et des années, hein, ça vient pas en claquant des doigts, mais quand même, c'est un processus qui est assez irréversible. Et outre cette gêne, cet inconfort, plus le risque de phlébite superficielle, c'est qu'on ait des gens qui déclenchent des ulcères qui sont extrêmement pénibles à soigner. Et quel protocole tu pourrais donner après ça? Et j'imagine que ça dépend le stade à laquelle la personne est, mais quel protocole et si une personne nous écoute et qui fait du crossfit et qui a des varices, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme, entre guillemets, Alors, recommandation? Je sais que les c'est toujours... recommandations, en général, souvent, première recommandation, c'est perdre un peu de poids. Deuxième recommandation, comme tu le dis, c'est de voir un angiologue, un médecin spécialisé dans l'étude des vaisseaux pour faire un échodoppler, pour poser le diagnostic et grader la sévérité, comme tu le soulignes. Ça va très certainement déboucher sur porter des bas ou des chaussettes de contention. Il y a toute une discussion là-dessus, mais ce qu'il faut, c'est vraiment comprimer les tissus extérieurs pour aider la jambe à se vider de son sang dans de meilleures conditions. Et puis si vraiment on s'en sort pas, c'est une veine qu'il faut traiter. Et là, soit c'est au cabinet de l'angiologue, soit c'est chirurgical. Et pour revenir un petit peu au sujet de CrossFit, etc., dans la salle, comme on en a discuté avec Valérie, Guillaume, et qu'on en a discuté en off, on a la chance, et on remercie beaucoup les gens de nous faire confiance par rapport à ça, c'est qu'on a l'habitude de pouvoir faire bouger des personnes qui ont des maladies et des pathologies diverses et variées. Et on a aussi au sein de la salle, maintenant désormais, c'est la saison des, c'est la saison des bébés, on a 8 ou 9 femmes enceintes à l'heure actuelle dans la salle. J'ai l'impression qu'avoir fait les vidéos avec Aurore, ça a donné des idées à certains. Voilà. Mais pour donner des nouvelles, d'ailleurs, Aurore a accouché et tout va très bien. Elle a fait sa dernière séance de CrossFit 4 jours avant d'accoucher. Motivé. Donc, motivée et en forme. On en a parlé en off avec Manuela en préparant le podcast. Il existe un phénomène qui s'appelle les varices pelviennes. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Qu'est-ce que tu pourrais en dire aux personnes qui font du CrossFit et qui sont enceintes? Comment on pourrait les prévenir, et aussi ce qu'il y a à savoir sur le sujet? Alors ça fait partie de ces pathologies, peut-être pas émergentes, ça serait beaucoup dire, mais Détecté récemment. dont l'intérêt devient croissant. C'est qu'en fait, malheureusement, dans le prix à payer à la grossesse, il y a des varices, parfois au niveau des membres inférieurs, ça c'est démontré, mais également au niveau du petit bassin.
Le petit bassin, c'est une zone, de croisement entre les filières, urologiques, gynéco et digestives. Ce qui fait que, ce phénomène, d'engorgement, de reflux, d'œdème, de lourdeur et de pesanteur se retrouve non pas au niveau des jambes, mais au niveau du petit bassin et c'est fréquent chez les femmes qui ont eu 1, 2, 3 grossesses. Les conséquences, c'est quoi? Bah, c'est qu'elles peuvent avoir, une sensation de lourdeur et de pesanteur, qui s'installe, qui se chronicise, des règles plus douloureuses et plus abondantes, des difficultés digestives, des difficultés dans leur vie, intime et malheureusement tout ce que je viens de citer, ça peut être vécu comme de la fatalité. Ben oui, elle a mal pendant ses règles, elle est pas épanouie au lit, parfois ça peut limite, déborder sur des accusations, quasiment psychiatriques, hein, ou comportementales. Mais en fait, faut savoir qu'une femme, plus elle a de grossesse, plus elle a un risque de développer des varices pelviennes, que c'est pas une fatalité, que c'est relativement simple à dépister, soit par échodoppler, mais plus simplement par scanner et qu'il y a des solutions et notamment, ça c'est quelque chose que, en chirurgie vasculaire, on peut traiter, par embolisation. Il y a une petite ponction au pli de laine pour aller au contact des veines malades. On injecte dedans des substances qui vont boucher ces veines dilatées en question et avec, de bons résultats sur une amélioration des symptômes, de la qualité de vie, de tout ce qui va avec et je pense que là, il y a un vrai service, rendu, aux patientes. Et c'est une opération qui dure pas très longtemps, généralement. Ça, il y en a pour, allez, entre 20 minutes et 1 heure en fonction de la complexité, mais pas plus. C'est de l'ambulatoire, et en général, les effets se font sentir dans les semaines qui viennent, hein. Je pense que c'est un conseil qu'il peut donner parce que 20 à 60 minutes, ça, de nouveau, c'est l'investissement. C'est avec, on va dire, quelques heures de préparation et même les consultations avant, ça Mmh. peut sauver pas mal de choses. Et justement, si ça vient à carrément accuser les personnes d'avoir des problèmes psychiatriques, c'est quelque chose sur lequel on doit forcément, et c'est un conseil Mmh. qu'on peut donner aux gens, et surtout aux femmes, c'est de pouvoir se renseigner par rapport à ça. Ah oui, je pense que, un bilan de santé veineux chez une femme, surtout qui a des grossesses, qui prévoit des grossesses, qui a eu des grossesses, je pense que ça fait partie de son bien-être et c'est impératif. La Exactement. santé des femmes et des mamans, c'est précieux. Mais et ça me permet un parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec, enfin, dans le podcast avec Valérie et avec Guillaume, c'est que le CrossFit, quand on sent certains, certains professionnels de CrossFit, tu as l'impression qu'ils peuvent guérir les cancers. On a l'humilité est comme ça. On sait sur quoi on est capable d'agir dans les connaissances qu'on a actuellement, qui sont évolutives, parce que l'immensité de ce qu'on sait est rien en comparaison de ce qu'on ne sait pas. Et donc, pouvoir créer du contenu et discuter avec des professionnels comme Sébastien, ça permet de... Je glisse un message. Ça permet de pouvoir aussi se rendre compte que parfois, il y a des choses qu'on nous demande et qu'on n'est clairement pas capable de pouvoir traiter, notamment ce genre de pathologie. Et donc, on redirigera toujours vers des professionnels de la santé qu'on a la chance qui font partie de la salle. Bah, justement, je Euh, pense que ça, c'est une des grandes forces du CrossFit, c'est que, outre chez quelqu'un qui a pas de problème de santé particulier, la pratique du CrossFit peut l'aider à se maintenir en santé et en performance. Alors, j'enfonce une porte ouverte. Moi, j'irai jamais aux Games, hein. Mais clairement, ça m'a aidé dans mon quotidien, dans mon bien-être et dans mes performances, dans mon épanouissement sportif. Je suis convaincu qu'en creusant un peu, il y a des gens qui sont porteurs de pathologies que le CrossFit peut largement aider sur toute une gamme de grilles, hein. Soit des gens qui ont juste besoin d'un petit peu de reconditionnement ou de gens chez qui il faut tout reprendre depuis la mobilité et le cardio. Mais je pense aussi que si on a des box qui sont attentives, bienveillantes, on peut aussi détecter des problèmes. Et là, je pense que le service rendu, il est incalculable. Ça vaut largement le prix de l'abonnement. de nouveau, investissement, hein. Parce que c'est vrai que ça, bon, c'est carrément une digression par rapport à ta spécialité, c'est que on se rend compte que la plus grande richesse, et puis je pense que ça, c'est aussi, on est extrêmement, avec Nagui, mon associé, on est extrêmement chanceux de pouvoir avoir créé un endroit où les gens, 99,999% du temps, sont extrêmement bienveillants les uns avec les autres. Ne serait-ce que parce que c'est un prétexte, ne serait-ce que parce que vous faites partie de la salle de CrossFit, on va vous aider. Et combien de fois il y a eu des situations. Et donc, le message, c'est que la grande richesse d'une salle de CrossFit, c'est les gens qui la peuplent.
C'est clairement pas la salle, c'est clairement pas le matériel, que ce soit du rock, du Xenios ou peu importe ce que c'est clairement pas les meubles, c'est vraiment les gens qui la peuplent. Et parce que ça revient à un besoin totalement grégaire d'être ensemble. Et donc, ça permet aussi de pouvoir mettre en contact des personnes qui ont des, comme tu dis, des pathologies quelconques, de pouvoir détecter. Parce qu'au niveau médical, je pense que, bah, tu vois, on a des chirurgiens vasculaires, parce qu'il y a Aurélie aussi. On a Manu qui est avec toute la gamme d'infirmières qu'il y a à la salle. Récemment, il y a anesthésiste, d'ailleurs qui te connaît, on en parlera en off. On a des médecins généralistes, des dentistes, enfin on a tout un ensemble du corps médical qui est présent et donc on est extrêmement chanceux de vous avoir. Donc, merci à vous de votre confiance aussi. Euh, Est-ce que tu vois encore d'autres dimensions que le CrossFit pourrait, euh, avec humilité, avoir un impact sur ta spécialité On a parlé du vasculaire, on a parlé du cardiaque. Bah, sur ma spécialité, c'est déjà énorme, hein. Si, moi déjà, ça m'a aidé à affiner mes arguments auprès de mes patients. Il y a des gens chez qui j'ai réussi à poser des stents dans de bonnes conditions, qui reprennent la marche avec moins de douleur et qui se plaignent encore, oui, mais c'est pas parfait, il y a ci, il y a ça, nanana. Là, j'ai pu trouver les arguments, le temps et peut-être un peu la patience de leur expliquer que le reconditionnement à l'effort, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Voilà. Ensuite, bah, sur le côté CrossFit thérapeutique, alors peut-être qu'on mord sur la ligne blanche, mais je pense que CrossFit en adjuvant thérapeutique, je suis sûr qu'il y a un boulevard, il y a des choses à faire. Il y a des gens, moi je leur dis bouger, marcher, aller promener le chien, mais bon, c'est des bons conseils, après ils en font ce qu'ils veulent. Parce que quand on est sur un accompagnement, un coaching, c'est pas la même chose en fait. Tout à fait. Euh, Et c'est là, je pense qu'il y a quand tu dis un boulevard, c'est que faut savoir que on a pris contact avec une branche de CrossFit qui s'appelle CrossFit Medical Society, qui a été reappelée comme ça récemment, mais qui existe depuis longtemps, qui s'appelait avant CrossFit Health, qui était une branche de CrossFit qui faisait de la formation aux médecins. Et qui proposait la plupart du temps, c'était 80% du temps des formations qui étaient réservées. Il fallait un numéro quelconque aux États-Unis, mais en l'occurrence, des Européens pouvaient y assister aussi en envoyant un mail. C'est quelque chose qui a été découvert récemment parce qu'évidemment, ça fait beaucoup plus marketing de dire CrossFit Medical Society que CrossFit Health. Mais il faut savoir que c'est dirigé par un duo où en fait, c'est un médecin, Dr McEvoy, qui a au sein de sa salle de CrossFit implanté son cabinet. Ah oui. Et donc là, il parle complètement de ce qu'on appelle HIF Performance. Donc c'est de la performance de santé, parce qu'il a compris de nouveau cette approche holistique qu'on veut avoir, c'est que toute personne qui commence chez lui commence avec une consultation, et donc là forcément une vraie consultation, et oui, on va avoir des tests cardiaques, des tests à l'effort avec un masque, des tests comme tu disais tout à l'heure de tour de taille, poids, enfin en l'occurrence masse, parce que le poids est constant, mais masse, différentes choses au niveau. Et donc, c'est vraiment très, très poussé et on va pouvoir suivre de plus en plus, pousser par rapport à ça. Et on en avait discuté justement en off avec Sébastien. C'est justement le boulevard que le CrossFit peut avoir, c'est de connecter des professionnels de la santé, comme toi, avec quelque chose de beaucoup plus pratique et dans l'aspect. Parce que forcément, on va avoir un contact de plus en plus, plus récurrent avec nos patients, adhérents, membres, que ce que tu peux avoir toi, ou une personne, tu l'accompagnes pendant un certain temps, Ah bah oui. j'imagine. Et puis après, on va dire que nous, on a une dimension plus pratique et plus pragmatique. Plus pratique, plus proche, plus régulière. Exactement. Donc c'est là où le boulevard est mené par rapport à ça. On arrive à la fin de l'interview. Tout à l'heure, tu as donné. Comment s'appelait le livre que tu as donné Le smartphone tue. Le smartphone tue. C'est en anglais, c'est en français? Ah, c'est en français, c'est un médecin qui est praticien au CHU de Brest, et dans son parcours, il était entraîneur des Lions du Cameroun. Super. C'est un cardiologue, non? Un chirurgien? C'est un médecin du sport, médecin rééducateur. Médecin Mais je te rééducateur. donnerai Ok. les références. Bon, on la mettra dans le podcast. Tu aurais d'autres lectures, documentations à conseiller aux gens qui veulent en savoir plus sur les dimensions
de ta spécialité en lien avec le sport ou Ah bah alors de ma spécialité directement, il y a vasculaire.com, c'est le site de la Société française de chirurgie vasculaire, qui est tout à fait accessible et avec vraiment une volonté de vulgarisation dans le bon sens du terme, de pédagogie. on le notera nous-mêmes pour nous-mêmes, parce que je connaissais pas. Et ensuite, il y a le site de la société. Alors, ça, je sais plus, à chaque fois j'oublie si c'est ESVS ou esves.org. C'est le site de la Société européenne de chirurgie vasculaire, qui est là aussi très enrichissant et relativement facile d'accès. Ça sera pour le côté de ma discipline. Avec le côté là, c'est il y a les recommandations, les études, les contacts. Enfin, quelqu'un qui a une pathologie vasculaire là-dessus, c'est bien le diable s'il ne trouve pas des réponses, hein. Et au niveau des lectures, comme tu disais, le smartphone tue, d'autres choses, d'autres livres qui te viennent en tête Alors, dans l'immédiat, je tâcherai d'y repenser. Je t'en donnerai après. Là, dans l'immédiat, j'en ai pas qui me. Parce que les Américains, généralement, c'est des spécialistes pour créer ce genre de livres. Après, c'est pas forcément toujours accessible en français. Euh, Après, dans mes lectures, je suis plutôt dans l'histoire. Donc, dans l'histoire. notamment l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est mon trip, hein. C'est le trip de beaucoup de gens, j'ai l'impression, à la Seconde Guerre mondiale. Et ils ont oublié qu'il y a d'autres. On est nombreux à s'y intéresser. Effectivement. Je l'ai demandé à chaque invité aussi, hein, donc c'est documentation. Est-ce que tu aurais 3 conseils à donner aux gens Imaginons quelqu'un devant toi veut recommencer le sport, pas forcément un de tes patients, mais une personne lambda veut recommencer le sport ou s'y mettre. Est-ce que tu aurais 3 conseils à lui donner? Alors ça, c'est... j'ai préparé le podcast puisque on a quand même eu pas mal de réflexions, de discussions, et que tu m'avais envoyé une checklist en amont. Quand je suis tombé dessus, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de structuré. Donc la première, ça serait vraiment... donc déjà, je pense que j'orienterais vers le CrossFit sans hésiter. Ensuite, surtout, je dirais, surtout reprenez les choses en main, mais voilà, c'est... soignez votre alimentation, soignez votre sommeil, prenez soin de vous. La deuxième, faire travailler son corps, ça veut dire que vous allez rentrer dans une zone d'inconfort, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc ça peut secouer, ça peut déranger, il y a peut-être un travail mental à faire sur soi-même. Il y a des gens qui sont disposés, d'autres qui le sont moins. Et le troisième, je dirais, mais surtout, amusez-vous et prenez du plaisir. Le sport n'est pas une corvée. Même conseil que Valérie. Et on ne s'est pas concerté. On s'est croisés en arrivant. Tout à fait. Et c'était exactement son 3e point. Donc je pense que le triptyque avec terminé avec le plaisir, c'est la chose la plus importante. Pardon. La dernière question de manière générale, c'est que pourrais-tu dire aux gens qui ne pratiquent pas encore le CrossFit? Faites du CrossFit. Des choses à rajouter? Des pistes? Des pistes, j'essaie de tordre le cou à certains clichés parce qu'on vit dans une société qui n'est pas toujours bienveillante et c'était le CrossFit, c'est pas le truc où les gens se mettent une mine, où on se blesse, où ils finissent en dégueulant. Je leur dis non, c'est parce que d'abord c'est adapté à toutes les personnes de toutes conditions physiques. Et ensuite, oui, mais il y a le high rock, il y a le machin, il y a le truc. Je leur dis attendez, le CrossFit c'est très simple, c'est le Lego du fitness. Vous en faites ce que vous voulez et je vous jure que c'est ultra polyvalent. Donc en fait, moi je suis en dans le CrossFit et j'espère que j'en sortirai jamais, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps, Seb. Merci d'avoir pris d'un dimanche soir, là, il est passé 20h, d'avoir pris ton temps avec la petite famille. Avec la petite famille aussi qui est derrière les caméras. On ne les voit pas, mais ils sont là aussi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et d'en arriver là. N'hésitez pas à vous abonner. On est présent donc sur toutes les plateformes de podcast. On est présent aussi sur les réseaux sociaux. CrossFit Rengo Valenciennes, Rengo Rengo. Sébastien n'est pas très actif sur les réseaux sociaux. Il est plus dans le monde réel. On lui en voudra pas. Mais en tout cas, on retrouve l'ensemble et je pense que c'est pas la première fois qu'on le verra et on va pouvoir faire des belles choses ensemble. Merci à vous et on se retrouve bientôt.